Donc déjà, je vais vous faire un petit point sur les paraparésies spastiques héréditaires. Donc, ce groupe de maladies neurodégénératives en fait, recense de nombreuses pathologies qui varient beaucoup de par leur présentation clinique et par leur étude génétique, mais qui ont un point commun toutes, c'est la spasticité des membres inférieurs. Donc, il y a deux grands groupes de paraparésie spastique héréditaire, les formes dites pures, avec simplement la spasticité des membres inférieurs, et selon les types, parfois une atteinte vésico-sphinctérienne, et les formes complexes, qui sont plus nombreuses et qui peuvent associer de nombreux symptômes. Je vous en ai cité quelques-uns, tels que l'ataxie, les troubles cognitifs, les incontinences, l'épilepsie, l'atrophie du nerf optique. Il peut y avoir des troubles sensoriels auditifs également. Et ces symptômes peuvent s'associer de manière différente selon les types de SPG. De nombreux gènes ont été identifiés dans les paraparésies spastiques héréditaires. Actuellement, il y en a 67 identifiés, avec tous les modes de transmission qui ont été retrouvés, que ce soit autosomique dominant, récessif, lié à l'X ou même mitochondrial. La prévalence des paraparésies spastiques héréditaires varie beaucoup selon les publications. Il n'y a pas d'études épidémiologiques claires de cette pathologie. Et donc, elle est estimée entre 4,3 et 9,8 naissances sur 100 000. Il existe de nombreuses classifications de ces pathologies. Aucune n'est clairement établie ou ne fait clairement référence. Là, vous avez plusieurs exemples de classification, donc selon les formes pures ou complexes, selon également l'âge d'apparition, puisqu'il y a des paraparésies spastiques qui peuvent être diagnostiquées dans l'enfance ou l'adolescence, ou beaucoup plus tardivement, à l'âge adulte. Également, elles peuvent être également classées selon le type de transmission ou selon la physiopathologie du type de SPG. Donc maintenant, je vais plus particulièrement parler de la paraparésie spastique SPG 11. Donc, qu'est-ce que l'on sait de ce type de paraparésie ? Donc, c'est une paraparésie spastique complexe. C'est la forme autosomique récessive la plus fréquente, dont les symptômes commencent dans l'enfance ou l'adolescence, globalement entre 10 et 20 ans. Les premiers symptômes repérés sont un trouble cognitif, retard mental et spasticité des membres inférieurs. Ce que l'on sait de l'évolution clinique, c'est une pathologie létale. Le décès apparaît environ après 40 à 50 années d'évolution, avec une détérioration cognitive et physique progressive jusqu'à la démence et au mutisme. L'histoire des paraparésies spastiques SPG 11, on les connaît via des cas cliniques, des petites cohortes suivies, mais sans réel suivi prospectif et établi de ces patients. Sur les examens complémentaires, qu'est-ce qu'on sait ? Tous les patients atteints de SPG 11 dans la littérature ont eu une IRM cérébrale. On retrouve chez tous une atrophie du corps calleux. Et il apparaît de plus en plus, un signe qui est décrit depuis quelques années, qui dit Hears of Lynx. Donc, vous voyez sur la deuxième image, donc c'est cet hypersignal flair sur les cornes antérieures des ventricules qui semble être retrouvé dans une majorité des patients à SPG 11. Il y a d'autres examens complémentaires faits régulièrement dans la littérature, mais pareil, de manière non systématique pour tous les patients, à différents stades de la pathologie, sans forcément qu'il y ait un suivi prospectif de ces examens. Donc que ce soit des électroencéphalogrammes, des tomodensitométries, des OCT, des potentiels évoqués moteurs, des ERG ou des IRM médulaires. Là, je vous ai mis quand les examens sont dits anormaux, voilà généralement ce qu'on trouve dans la littérature, mais il existe également dans la littérature des résultats dits normaux pour des patients SPG 11. Actuellement, qu'est-ce qu'on propose à ces patients ? Simplement un traitement symptomatique pour les troubles moteurs, pour les troubles vésico-sphinctériens et les troubles cognitifs, et allant jusqu'aux soins palliatifs, cette pathologie étant létale, je le rappelle.
Ça, c'est ce qu'on sait des patients atteints de SPG11. Maintenant, au niveau de la physiopathologie, qu'est-ce qu'on sait? Donc ça, c'est un schéma qui montre les différentes atteintes des paraparésies spastiques. Et donc SPG11, ça se situe à ce niveau-là, ou en tout cas à ce moment, en partie à ce moment-là, avec la protéine spataxine pour l'organisation des lysosomes. Donc la spataxine, c'est une protéine donc, qui a été appelée comme ça pour spasticité with thin or atrophied corpus callosum syndrome. Donc elle est encodée par le gène SPG11, elle est composée de 2443 acides aminés et elle est localisée à différents sites cellulaires. Un de ces rôles a été identifié dans les lysosomes. Et donc on sait que les lysosomes où la spataxine n'est pas exprimée, on note une augmentation de la quantité des gangliosides dans les neurones de manière progressive et précoce. Les mutations de la spataxine, il y en a 120 mutations qui sont connues à ce jour. Il s'agit la plupart du temps d'apparition de codons stop prématurés avec des protéines du coup non fonctionnelles. Donc, quels sont les projets de recherche quel est l'intérêt également d'étudier la paraparésie spastique SPG11? C'est qu'elle est en lien avec d'autres pathologies, notamment la paraparésie SPG15, qui a une présentation clinique identique à celle de la SPG11, avec une protéine impliquée qui est la spastisine, active dans le réticulum endocytaire notamment. Il y a également des scléroses latérales amyotrophiques et des maladies de Charcot-Marie-Tooth de diagnostic, de début précoce juvénile, qui ont également une perte de la fonction SPG11 avec un dysfonctionnement du premier et du second neurone, ce qui est également retrouvé dans SPG11. Donc voilà ce qu'on sait de SPG11 et quels sont les projets de recherche sur cette pathologie. Grâce aux modèles animaux qui ont été faits ces dernières années, notamment sur la souris, il y a des codons stop qui ont été mis en place sur la spataxine. Et donc, on a vu que le déficit de spataxine entraînait le déficit moteur, les troubles cognitifs, avec une présentation clinique semblable, qui résume en tout cas les symptômes retrouvés chez l'être humain. Et on a identifié chez ces souris donc l'accumulation de lipides dans les lysosomes. Ensuite, chez le poisson, donc avec une inhibition de SPG11, pour lesquels on a inhibé la synthèse des gangliosides. Donc SPG11 entraîne, une atteinte de SPG11 entraîne l'augmentation de gangliosides. Quand la régulation des gangliosides est faite, on note une amélioration motrice chez le poisson. Donc, un des projets de recherche d'ici plusieurs années, ce serait un essai thérapeutique pour réguler la quantité de gangliosides chez les patients atteints de SPG11 afin de diminuer cette accumulation et de voir si cela améliore les symptômes, notamment moteurs. Avant de pouvoir essayer cet essai thérapeutique, il faut d'abord connaître de manière plus précise l'histoire naturelle de SPG11 afin d'avoir des marqueurs de l'évolution biologique et clinique. Donc, l'idée du projet, c'est d'effectuer une évaluation multimodale de patients SPG11 dès l'âge pédiatrique et à l'âge adulte, avec un suivi stéréotypé qui sera renouvelé dans le temps, avec à chaque fois un examen clinique, donc neurologique, examen de la spasticité, évaluation des déficits moteurs, des troubles neuropsychologiques afin d'évaluer les retards mentaux et les troubles cognitifs et la démence, une tomographie en cohérence optique pour repérer les troubles de la rétine, une IRM cérébrale qui est faite de manière systématique actuellement, mais également médulaire, puisque l'IRM médulaire n'est pas fait de manière systématique, alors qu'a priori, on pourrait retrouver des choses, notamment des atrophies ou une atteinte du faisceau corticospinal, des électroencéphalogrammes, des prélèvements sanguins avec des dosages de neurofilaments qui ont déjà montré leur intérêt, notamment dans la maladie de Huntington, et une étude de LCR pour les dosages des neurofilaments également.
L'objectif de cette étude, c'est donc de comprendre clairement l'histoire naturelle de SPG11, d'établir un ensemble d'évaluations pour suivre l'évolution globale des patients, trouver des tests reproductibles et surtout sensibles aux changements dans le temps pour voir si on met en place un essai thérapeutique, voir si on arrive à agir sur ces marqueurs. Cette étape de connaître l'histoire naturelle de SPG11 est indispensable avant un essai clinique thérapeutique. Je vous remercie. Juste une petite question sur les neurofilaments. Oui. Donc c'est dans le LCR, j'imagine que vous allez les doser. Vous ne faites pas dans le plasma en parallèle pour voir si il y a 100 et LCR en même temps. Voilà. Et ce serait à 6 mois d'intervalle. Ok, c'est chaîne légère, chaîne lourde? Je crois que c'est chaîne légère, mais là j'avoue que j'ai un doute et le protocole n'est pas encore clairement fixé. D'accord. Et est-ce que vous connaissez le rationnel? Parce qu'en fait c'est en train d'apparaître un peu dans... Enfin je l'ai vu passer en review dans d'autres SPG. Ouais. Donc je pense que c'est pas forcément très spécifique. D'ailleurs, c'est à peu près étudié dans toutes les maladies neurologiques qui existent, hein, héréditaires ou non héréditaires. Oui, ça a l'air, de ce que j'ai lu, en tout cas, on a l'impression que c'est lié à une atrophie cérébrale un peu globale, sans grande sensibilité. Ouais. Ça serait en corrélation avec un taux, un seuil de... Voilà, en fait, l'idée, ce serait vraiment de voir en prospectif un groupe de patients pour voir si en fonction de l'atteinte, le taux augmente, par exemple. Comme ça, si un jour on arrive à mettre en place un traitement, on verra si on arrive à baisser ce taux en fonction du traitement. Bonjour. Bonjour. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien pigé comment la stratégie pour réduire le taux de gangliosides. Alors pour l'instant, la stratégie n'est pas très bien connue. C'est un laboratoire qui est en train d'étudier la chose et pour l'instant, c'est pas vraiment dévoilé. Moi, mais c'est peut-être que j'ai pas suivi ou pigé à ce moment-là. Vous allez faire tout ça dans quel cadre? Il y a un protocole de recherche, il y a un projet qui est déposé? Il y a un protocole de recherche qui est en train d'être déposé avec CPP et ce serait une étude sur 3 ans pour une cohorte de 20 patients. Et qui est une cohorte monocentrique que vous faites sur la Salpêtrière au Trousseau ou c'est, Alors tous les patients seraient vus ici, les examens seraient vus ici, mais l'inclusion serait nationale. D'accord. Et c'est une réponse à un appel à projet? Il y a quelque Oui, chose? c'est une réponse à appel à projet d'un laboratoire qui voudrait faire l'essai thérapeutique en fait. D'accord, donc une promotion plutôt laboratoire ou une promotion institutionnelle? Laboratoire. Et par contre, je ne suis pas sûr que ça soit la forme récessive la plus fréquente. Je pense que SPG7, c'est plus fréquent. Bon. Ok, d'accord.